Ce matin, une visite de courtoisie à l'archevêque de Dakar. Nous irons à Popenguine pour parler des préparatifs du pèlerinage avec nos équipes sur place. Le président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde s'est rendu au musée des civilisations noires et à l'île de Gorée. Otelino Tabarez Correa salue le dynamisme des relations diplomatiques qui lient les deux pays. Bienvenue à tous. Le président de la République a rendu ce samedi une visite de courtoisie à l'archevêque de Dakar à Popenguine, où la communauté catholique s'apprête à vivre la 136e édition du pèlerinage marial. Occasion pour le président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son épouse, de réaffirmer son engagement à soutenir la communauté chrétienne dans la réalisation de ses projets prioritaires. Il a par ailleurs sollicité des prières pour un Sénégal de paix, de cohésion et de prospérité. Nous l'écoutons. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de finalisation de ce formidable édifice. Monseigneur, je viens dans le contexte de la fête de Pentecôte, qui est une fête importante pour la communauté chrétienne du monde entier, mais qui, ici au Sénégal, donne l'occasion à la communauté catholique, chrétienne, de se réunir ici et de célébrer la Vierge Marie. Monseigneur, vous savez que la fête de Pentecôte ferme un cycle de grande spiritualité qui part du carême, de la fête de Pâques, en passant par l'Ascension jusqu'à la fête de Pentecôte même. Donc une période de forte spiritualité, mais une période aussi qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. Votre élection a inspiré toute la jeunesse ghanéenne. Ce sont les propos du président Nana Akufo-Addo à l'endroit du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État, vous le savez, s'est entretenu ce vendredi avec son homologue du Ghana et c'est en marge de sa visite d'amitié et de travail à Accra. Les deux dirigeants ont fait part de leur volonté de renforcer l'amitié et la coopération entre le Sénégal et le Ghana. Envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumaning. À Accra, l'accueil est toujours enthousiaste. Ce vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye trouve la même ambiance à son arrivée dans la capitale ghanéenne. Mobilisation du corps diplomatique et des autorités pour lui souhaiter la bienvenue. Mais c'est au palais présidentiel que l'accueil prend sa dimension symbolique et solennelle, avec des honneurs illustratifs. Dans sa volonté de renouveler les relations d'amitié et de coopération, le chef de l'État est donc venu à la rencontre de son aîné, le président Nana Akufo-Addo. La relation bilatérale est le reflet des liens d'amitié fraternelle et d'estime réciproque. Nous sommes donc très heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur le Président. Encore une fois, merci.
Et comme je vous l'ai dit, depuis que vous êtes élu, tous les jeunes du Ghana veulent devenir président. Vous leur avez tous donné une ambition présidentielle. Voilà l'exemple que vous avez donné à la jeunesse. C'est un exemple très positif et nous vous souhaitons le meilleur avec les responsabilités qui sont les vôtres, à l'image des grands leaders que le Sénégal a eu dans le passé. Et c'est à votre tour maintenant de prendre le flambeau. Vous êtes bienvenus à Kwaba, comme on dit dans notre langue. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai eu ici au Ghana avec ma délégation. Vous dire aussi que je suis ici pour vous dire tout mon engagement et l'engagement du Sénégal à rester dans le même sillage des relations fraternelles entre les deux pays, des relations d'amitié et de coopération conviviale entre le Ghana et le Sénégal. Saluer l'ancrage démocratique du Ghana, qui, comme vous l'avez dit, est habitué à des transitions démocratiques calmes qui ne font l'objet d'aucune contestation et qui doivent aussi être données en exemple à d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le Sénégal et le Ghana ont en partage le même espace communautaire, mais aussi l'attachement à des valeurs et des idéaux communs, tels que le panafricanisme, la paix, le progrès, la démocratie, l'état de droit, entre autres. Les deux chefs d'État comptent s'appuyer sur ces bases pour impulser la coopération. Et je voudrais que cette complicité diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, puisse se traduire sur le plan des relations économiques et commerciales, car je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan commercial, sur le plan économique, mais nous pouvons même faire beaucoup plus sur le plan des relations diplomatiques. Et nous devons inspirer d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et les encourager à emprunter cette voie qui, de mon point de vue, est la seule voie salutaire. Sur le plan commercial, il y a un potentiel qu'il faut exploiter. Et les chambres consulaires de nos deux pays ont une responsabilité. Mais d'ores et déjà, je voudrais, Monsieur le Président, demander à ce qu'on puisse mettre en place la commission mixte ou la réactiver tout au moins. Je sais qu'elle ne s'est pas réunie ou elle ne s'est jamais réunie. Et je sais qu'on peut partager énormément de choses et d'échanges à travers la réactivation de cette commission-là. Les deux dirigeants font ainsi un pas important dans la consolidation de la coopération bilatérale. Pour remercier le président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation, le président Nana Akufo-Addo a offert un banquet. Le chef de l'État qui a marqué sa gratitude à son aîné, le président Nana Akufo-Addo, dans ce livre d'or qu'il a signé avant de quitter le palais présidentiel de la République du Ghana. La situation de la CEDEAO a été également abordée par les deux chefs d'État. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Nana Akufo-Addo veulent à tout prix éviter le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le Sénégal et le Ghana comptent mettre en avant l'idéal panafricain qu'ils ont en partage. Je vous propose de les écouter au micro d'Oumang. Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau leader au Sénégal parce qu'il va nous aider à essayer de résoudre le problème majeur auquel nous sommes confrontés actuellement dans la communauté de la CEDEAO, à savoir la menace de trois nations phares que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la communauté. Et le président Faye est très engagé à travailler avec les autres, avec ses pairs, pour tendre la main à ses frères afin que par le dialogue, nous puissions renforcer la fraternité et l'amitié avec ces trois pays et les ramener dans la famille de la CEDEAO. Et je suis ouvert à cette mutualisation-là et je suis heureux et je me félicite que de votre côté aussi, vous soyez dans les mêmes dispositions. Je suis convaincu que vous êtes conscient de la lourde responsabilité que nous avons en tant que contemporains de transmettre au moins la CEDEAO dans le même état de force, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse
faire face aux défis qui sont les nôtres. Sur le plan de la sécurité, le péril est là et menace même l'existence de certains pays. Sur le plan des trafics illicites, les trafics de drogue et la cybercriminalité, la CEDEAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger, pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler. Je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison, au moins pour éviter qu'ils ne partent, parce qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Voilà pourquoi vous aurez tout le temps mon engagement de travailler à vos côtés, comptant sur votre sagesse et sur votre idéal panafricain, sur votre héritage et l'héritage des autres pays africains dans le siège de cette intégration africaine-là, pour qu'on aille parler à ces pays frères. Et voilà pour les activités du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde, en séjour au Sénégal, salue le dynamisme des relations diplomatiques entre les deux pays. Otolino Tabarez Correa a visité deux endroits historiques du pays, le musée des civilisations noires et l'île de Gorée. Modou Sakine. Il est 10h au musée des civilisations noires. À l'honneur, le président de l'Assemblée nationale d'un pays ami et frère, le Cabo Verde. À l'intérieur, le président et sa délégation ont eu droit à un exposé bien détaillé. Vous savez que le baobab, c'est l'arbre de l'humanité, l'arbre de la vie. Et c'est un artiste haïtien qui se nomme Edouard Duval-Cari qui nous a réalisé ce beau baobab. Et vous allez voir les parties du baobab, à savoir les racines qui montrent l'origine de l'homme. C'est-à-dire que le premier homme a marché en terre d'Afrique. Ensuite, vous allez voir le tronc du baobab qui montre l'évolution de l'homme. Autre lieu de la visite de la délégation capverdienne, l'île mémoire Gorée. L'étape la plus marquante, la maison des esclaves. C'est exactement la même chose qui s'est passée ici, puisque les protagonistes ont été les mêmes partout. Ce qu'ils ont fait au Cap-Vert, c'est la même qu'ils l'ont fait ici à l'île de Gorée, au Bénin, à Luanda, Cabinda, Angola, toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Les protagonistes ont été les mêmes. C'est-à-dire que cela qu'on raconte ici, on pouvait raconter la même chose à Cidade de Ver, là, au Cap-Vert. Un passage qui restera longtemps gravé dans la mémoire des visiteurs. Gorée é uma ilha muito importante, é uma ilha referência. La visite au musée des civilisations noires et à l'île de Gorée est le couronnement de la visite officielle que nous avons effectuée au Sénégal. Nous avons beaucoup appris de l'histoire de la maison des esclaves. Ce sont des moments forts. Nous sommes vraiment heureux de l'accueil qui nous a été réservé au Sénégal. Uma viagem pela nossa história, a história da escravatura africana. Un sentiment de satisfaction pour le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Et ce passage, c'est un passage obligé, un endroit mythique, certes douloureux, mais qui nous aide à envisager un avenir meilleur, un monde plus juste et plus équitable. Et d'autant plus que ce lieu est un lieu qui partage énormément de ressemblances avec le Cap-Vert. Un tour sur l'île de Gorée a permis aux visiteurs de découvrir d'autres sites historiques. Cette visite du président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde va contribuer au renforcement des relations entre les deux pays.
À présent, les échos de la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga au Maroc. Le Mali est le pays invité d'honneur. Une journée spéciale a été organisée pour rendre hommage au cinéma malien. Projection de films, spectacles, un riche programme pour célébrer les cinéastes de ce pays ami du Maroc. Dekou Mandiaye. Le Mali à l'honneur. Après une projection des films maliens en lice et hors compétition, place aux célébrations. Les cinéastes expriment leur fierté et leur reconnaissance pour l'hommage rendu à leur pays. Nous en sommes très reconnaissants et nous souhaitons que ce festival puisse grandir davantage parce que c'est une tribune inédite de promotion du cinéma africain. Je pense que le cinéma malien joue un grand rôle sur la scène cinématographique panafricaine. Et je pense que c'est un cinéma qui a marqué les premières heures du cinéma panafricain avec des grands cinéastes comme Souleymane Cissé, qui détient aujourd'hui 2 étalons d'or, Cheikh Oumar Sissoko, Asko Faré, Feu Hassan Kouyaté, et toute une panoplie de techniciens maliens qui ont fait les beaux jours du cinéma africain. Je ne peux qu'être heureuse de voir que le Mali et le Maroc, un pays frère, nous invite en tant qu'invités d'honneur, reconnaît la culture malienne et reconnaît les films maliens. Franchement, ça fait chaud. Malgré quelques difficultés ces dernières années, le cinéma malien parvient tant bien que mal à maintenir le cap. Les réalisateurs maliens se battent, ils produisent chaque année des courts-métrages ou longs-métrages et ça se ressent notamment à travers les résultats et des films maliens qui sont en compétition très souvent à l'international. Même au FESPACO, on était très bien représentés. Naturellement, ce cinéma a connu des hauts et des bas qui ont fait que d'autres pays ont pris le relais. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique que nous avons enclenchée, nous avons un cinéma qui est en reconstruction. Nous avons un cinéma qui est à la quête de sa renommée d'antan, avec de nouveaux acteurs, avec une nouvelle orientation, avec de nouvelles énergies, avec une réelle ambition politique qui consiste aujourd'hui à faire du cinéma un véritable moteur économique, mais aussi un outil puissant de mobilisation sociale. Sous des applaudissements nourris, un trophée a été remis au directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Cette 24e édition du Festival international de Khouribga entend pérenniser les traditions cinématographiques africaines afin de promouvoir le rayonnement du 7e art africain. 2 films maliens, Wolowula et Koulekan, sont en compétition officielle. Retour au Sénégal pour parler de la mise en œuvre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à Mbebes. Un faible taux d'exécution des travaux est noté. Sur 206 milliards de francs CFA, 12% ont été décaissés. C'est le constat fait par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. En visite sur la décharge, Moussa Balla Fofana a affirmé la volonté du gouvernement d'inverser la tendance. Salut Sec. Mbebes, une vaste décharge étendue sur plus de 100 hectares, un domaine spécifique. Sur place, le ministre chargé de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires est venu s'enquérir de la situation. Moussa Balla Fofana a fait le tour des sites où des centaines d'individus s'activent dans des activités de récupération. Ce que nous constatons, c'est que nous avons cette décharge qui reste véritablement une exploitation très traditionnelle. Parce qu'on a des récupérateurs qui font un travail extraordinaire, mais qui font un travail très difficile. Nous avons trouvé quasiment 3000 personnes qui existaient ici, sur quasiment 116 hectares. Et pourtant, ce qui me préoccupe, c'est que le projet qui a été lancé, Promoged, pour gérer cette décharge, bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards, mais qui n'a été utilisée qu'à un niveau de 12%, ce qui est problématique sur 3 ans. Alors qu'on connaît l'urgence de la situation, Mbebes, il faut le dire, on ne le répétera jamais assez, c'est une bombe écologique. L'objectif donc de cette visite est de faire le constat afin d'accélérer la mise en œuvre du Promoged. La tutelle a réaffirmé l'engagement du gouvernement de sortir Mbebes de cette situation. Aujourd'hui, notre mission et notre objectif, c'est d'inverser cette tendance et de focaliser notre action
sur l'installation d'unités qui vont pouvoir véritablement traiter un volume assez important et pouvoir sortir Mbeubeus de cette situation et les riverains de cette situation. C'est ça aujourd'hui notre approche. Nous avons eu des discussions avec les partenaires techniques qui ont compris notre détermination et qui aujourd'hui acceptent de continuer à travailler avec nous malgré le constat quand même problématique de 12% de décaissement sur 3 ans, ce qui n'est pas normal. Ainsi, une nouvelle dynamique s'enclenche. À terme, les conditions de vie de ces acteurs devront être changées. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici. Je me pose des questions sur leur espérance de vie, sur leurs conditions de vie. Je vois des enfants, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions qu'on va prendre. On ne peut plus tolérer des enfants dans cette décharge. Et ça, j'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit-là. C'est inacceptable. L'option donc du gouvernement est de mettre en place un véritable dispositif pour le traitement et la valorisation des déchets. Des offres qui permettent de les transformer en combustible solide, en pavage et en engrais sont en train d'être étudiées par la tutelle. Et le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, est revenu sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Il a réaffirmé son appel à l'endroit des maires, aux travailleurs. Il les invite au dialogue. Je vous propose de l'écouter au micro de Salusek. Aujourd'hui, on ne peut pas penser le développement de ces pays sans la décentralisation et sans les travailleurs qui y sont. Et ce que je voudrais, c'est qu'autour d'une table, que nous travaillions sur comment nous pouvons trouver une solution rapidement. Ce qu'ils ont accepté. Et je pense que vous qui êtes de la presse savez que c'est le premier groupe que j'ai reçu. Il y avait aussi un plan de travail parce que moi je n'aime pas aller voir le Premier ministre ou le Président de la République pour présenter des problèmes. On y va pour présenter des solutions. Donc l'idée c'était qu'on se réunisse, qu'on analyse et qu'on regarde comment on fait. Parce que je vais donner une information importante. On parle de 16 000 agents recrutés par les municipalités. On parle d'un impact budgétaire de 21 milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas des choses qu'on peut traiter en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'ils ne sont pas venus travailler comme je leur avais demandé. J'ai demandé maintenant aux maires d'assurer le service minimum. En rien, le fait de dire à un maire assure le service minimum, ce n'est pas à l'encontre du droit de grève du travailleur. Moi, les travailleurs, tout ce que je peux leur demander, et les syndicalistes, c'est de venir travailler sur un plan de sortie de crise. Ils l'acceptent, ils ne l'acceptent pas, c'est tout ce que je peux leur dire. Ils ont le droit d'aller en grève. J'ai le devoir en tant que citoyen, même pas en tant que ministre, de leur dire qu'il y a un minimum quand même à respecter. Par contre, j'ai le devoir en tant que ministre en charge de la tutelle technique de l'ensemble des collectivités locales de leur demander de travailler à assurer le service minimum. Et qui plus est, le maire est un officier d'état civil. Donc rien ne l'empêche d'aider les populations qui aujourd'hui ont besoin de ces pièces. En attendant maintenant de travailler avec le ministère de la fonction publique pour voir comment on traite ces 16 000 agents, de voir avec le ministère des Finances et des Budgets, et ça le président de la République a donné des orientations claires sur cette question, et de proposer un plan de sortie de crise. J'aimerais par contre qu'ils comprennent que nous sommes là depuis 5 semaines et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour régler les problèmes rapidement et que leur concours et leur aide seraient vraiment très appréciés. Voilà, le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, qui est revenu sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, direction Popenguine pour parler de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Et pour en parler en direct, notre reporter sur place, René Léon Fonseca. Bonjour Fonseca. Bonjour Aminata Mengefal. Est-ce que vous pouvez revenir sur les temps forts de cette journée ensoleillée à Popenguine? Aminata Mengefal, bienvenue à Popenguine, la cité mariale. La cité mariale qui accueille cette 136e édition du pèlerinage de Popenguine. D'abord, sachez dans un premier temps que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Popenguine ce matin vers 11h pour une visite officielle. Sa présence marque l'importance de ce rendez-vous religieux pour la nation sénégalaise.
Et le président de la République a été accueilli par le chef de l'Église catholique, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, soulignant l'effort, soulignant le soutien de l'État à cette manifestation religieuse d'envergure. L'autre moment fort de cette journée Aminata Mbengue Fall a été l'entretien avec l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, qui va présider la grande messe du lundi de Pentecôte. Il a évoqué entre autres sujets l'importance de ce pèlerinage et les innovations de cette 36e pèlerinage marial de Popenguine. Et juste signaler, Aminata Mbengue Fall, que les pèlerins commencent à converger vers la cité mariale de Popenguine. D'ici ce soir, ils afflueront de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région, dans un esprit de ferveur et de dévotion dans les rues. Quant à elles, allais-je dire, commencent à s'animer peu à peu, et tout cela montre vraiment l'atmosphère de ferveur et de communion ici à Popenguine. René Léon Fonseca, quelles sont les dispositions prises par l'État, mais également les organisateurs pour un bon déroulement du pèlerinage? Mais vous allez certainement revenir sur le programme. Écoutez, Aminata Mbengue Fall, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du pèlerinage. Les organisateurs, en collaboration avec les autorités étatiques, ont pris toutes les dispositions, tous les dispositifs nécessaires allant de la sécurité à la logistique. Tout est mis en œuvre pour un bon déroulement du pèlerinage. Et dans les sanctuaires également, tous les dispositifs sont pris pour un bon déroulement des offices. Dame Sela est allée à la rencontre du recteur des sanctuaires. Nous reviendrons bien sûr sur cet élément dans nos prochaines éditions. Au programme ce soir, pour finir, notez juste que des messes sont prévues à 18h, suivies bien évidemment de la veillée de prière des scouts et guides à 22h. Il y aura également l'inauguration de la nouvelle grotte qui est juste derrière moi. Ce sera à 17h. Ce sera inauguré par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et en marge de ces célébrations, des temps de méditation, de prière et de conversion sont aussi au rendez-vous. C'est dire que le pèlerinage marial de Popenguine Aminata est plus qu'un moment de dévotion, c'est aussi une occasion bien évidemment de renforcer les liens communautaires et de vivre pleinement sa foi, Aminata. Merci Fonseca pour toutes ces informations. Nous allons certainement vous retrouver un peu plus tard pour d'autres aspects qui concernent les préparatifs de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Et nous restons à Popenguine. 500 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière dégagée par la Sénélec pour un approvisionnement correct en électricité de Popenguine. La cité mariale prépare son pèlerinage annuel pour une bonne couverture. Les dirigeants de la Société nationale d'électricité étaient dans la cité religieuse, nous dit Halisek. En prélude au pèlerinage marial de Popenguine, l'État avait, à travers un CRD préparatif, pris des engagements pour une parfaite organisation de cet événement religieux. Et la Sénélec, pour constater de visu la matérialisation et l'exécution effective des instructions reçues, se déplace à Popenguine et évalue les moyens financiers et techniques dégagés. Cette année, Popenguine sera alimenté par 3 départs. Ici de Popenguine, Diass et Mbour, donc ce qui nous permettra d'avoir 3 départs. Et en plus de cela, nous avons mis sur place des groupes électrogènes qui nous permettront, en cas de défaillance sur le réseau, de pouvoir reprendre pour que l'événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Le montant des investissements global pour cette année, ça tourne autour de 500 millions. Ces 500 millions sont répartis entre les 2 postes, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu 30 km de réseau basse tension qui ont été posés par les équipes. Et si vous voyez également, au niveau de la moyenne tension, pour le raccordement de ces 2 postes, ils ont posé des câbles. Après cette visite effectuée sur le terrain à Popenguine, la délégation de la Sénélec s'est rendue à la résidence des Bademiers
pour faire à l'archevêque de Dakar un compte-rendu exhaustif des réalisations. Une visite de courtoisie, illustration éloquente d'une haute considération, saluée à sa juste valeur par l'autorité religieuse. Après l'électricité, parlons de l'eau. Le village de Louguéré-Diaby, dans le département de Podor, cette bourgade a vécu des histoires tragiques liées à la quête désespérée du liquide précieux. 3 personnes ont perdu la vie en tombant accidentellement dans le puits. Sur place, les populations ont fait preuve de résilience en attendant le programme d'urgence de développement communautaire qui a installé un forage au grand bonheur des populations. Papouna Tchao. Le pas léger et hésitant, cette dame avance vers l'endroit qui a bouleversé à jamais son existence. Le puits du village. C'est ici que sa fille a perdu la vie. Âgée de 14 ans, elle est tombée dans ce puits qui a également englouti son projet de mariage. La cérémonie était prévue dans les 2 jours suivants. Une histoire douloureuse, témoignage accablant d'une mère meurtrie. Ma fille était venue puiser de l'eau ici. Malheureusement, elle est tombée dans le puits et elle est décédée. Elle s'appelait Awaba et son mariage était dans quelques jours. Mais Dieu en a décidé autrement. À la recherche du liquide précieux, 2 autres personnes ont perdu la vie accidentellement dans ce puits d'une profondeur de 110 mètres. Mon fils avait juste 15 ans. Il n'a puisé qu'un seul seau et puis la corde s'est rompue et puis il est tombé dans le puits. Dans cette partie du pays, la quête désespérée de l'eau était devenue un véritable calvaire, jusqu'à ce que le PUDC arrive avec un système de 50 m3/h de débit d'exploitation. Un vrai soulagement pour les populations et pour le bétail. Mon âge, ça fait 65 ans. Maintenant, je suis âgé de 65 ans, mais je peux dire que les 63 années, je les ai vécues dans les difficultés liées à l'eau. Mais maintenant, c'est fini. Depuis 2023 que le PUDC est arrivé avec le forage, nous n'avons plus de problème par rapport à l'eau. Nous passions une journée, voire 2, à chercher le liquide précieux. Mais maintenant, jusqu'à 10 km à la ronde, c'est notre forage qui donne de l'eau à tous ces villages. Pas moins de 10 villages sont desservis par le système d'adduction en eau multivillage de Louguéré-Diaby, avec 12 bornes fontaines, 2 abreuvoirs et une potence. Il y avait plein de concessions dans notre village, mais tous ont été obligés de quitter à cause des problèmes liés à l'eau. Mais maintenant, tout le monde est en train de revenir depuis que le PUDC est arrivé. Louguéré-Diaby peut désormais étancher sa soif grâce au programme d'urgence de développement communautaire. Dans le département, le PUDC a réalisé et mis en service 12 systèmes de cette dimension. Et nous restons dans le nord du pays pour aller à la rencontre d'une dame qui brise les stéréotypes de genre. Son nom, Amimbaye, une bouchère âgée de 38 ans. Elle s'est investie dans ce domaine typiquement masculin. À Saint-Louis, elle est propriétaire de 2 boucheries, l'accomplissement d'un long chemin après plus d'une décennie passée au pays de l'oncle Sam. Et c'est avec Mariam Biramba. Une image qui sort de l'ordinaire à Saint-Louis du Sénégal. Après 17 ans passés aux États-Unis, Amimbaye a décidé de rentrer au Bercail pour se lancer dans une carrière de bouchère, un métier habituellement pratiqué par les hommes. Quand j'ai voulu faire la boucherie, on m'a dit que c'était un métier d'homme, que ce n'était pas évident pour une femme. Donc les gens, il y en a qui me décourageaient un peu. Il faut de la motivation, il faut du courage. Une reconversion inattendue. Amimbaye a fait ses études à Temple University à Philadelphie, où elle a obtenu un master en business management. J'ai eu mon bac au Sénégal. Ensuite, je suis partie aux États-Unis en 2003. J'ai vécu là-bas 17 ans. J'ai fondé ma famille là-bas. J'ai fait mes études en business management et ressources humaines.
J'ai travaillé dans le milieu de... J'ai fait de la ressource humaine et service client. Âgée de 38 ans, mariée et mère de 3 bouts de chou, elle est aujourd'hui propriétaire de 2 boucheries du coin. Une sur l'avenue Mamrawangom, une autre à Galel. Je veux vendre à mes clients ce que je consomme à la maison, ce qui est de la viande qui cuit vite, qui n'est pas trop exposée. Nous avons notre propre poulailler, nous faisons des pigeons aussi pour les moutons et les vaches. Avec des prix qui défient toute concurrence. Mais le chemin du succès n'a pas été facile pour Amimbaye. Ce n'était pas simple parce que nous utilisons, comme vous le voyez, des conteneurs que nous avons réfectionnés. Nous avons de l'électricité et de l'eau à l'intérieur. Donc, ils ont été faits à Dakar. Donc, il fallait les transporter, les ramener jusqu'à Saint-Louis. Et ensuite, c'était en période d'hivernage. Il y avait de la boue, les inondations. Donc, il a fallu qu'on garde les conteneurs jusqu'à ce que l'hivernage passe. Bon, après, il fallait aussi les papiers avec la mairie et tout ça. C'était pas simple. Quand nous passons pour prendre nos enfants à l'école, nous sommes attirés par le bon cadre et la viande fraîche. C'est pourquoi nous nous sommes dit, allons le découvrir. Nous avons trouvé sur place une bonne hygiène et surtout un local bien tenu par une femme. Ça ne fait que nous encourager à promouvoir l'entrepreneuriat, surtout des femmes, des jeunes aussi. C'est vraiment une fierté à Saint-Louis, surtout envers les femmes. Surnommée Dame de Fer, Amimbaye charcute aujourd'hui les stéréotypes. Son souhait le plus ardent, créer d'autres boucheries du coin dans toutes les régions du Sénégal et recruter de nouveaux profils, notamment des jeunes